Ils vous ont dit que c'était de la chimie. Cette électricité mystérieuse qui accélère votre pouls, fait frissonner votre peau, noue votre estomac. Les papillons, les vertiges, cette douleur qui vous tient éveillé la nuit, a rejoué un sourire, une voix, une présence. Et vous avez appelé cela le destin. Vous avez appelé cela l'amour. Mais la chimie n'enchaîne pas vos choix. Le pouvoir, si. Ce soir, quelque part dans le monde, une personne se soumettra. Pas parce qu'elle a trouvé l'amour, mais parce que son ombre a trouvé un levier. Vous pensez choisir qui désirer. Regardez de plus près. Quelque chose de plus ancien choisi pour vous. Carl Jung a averti que le désir ne se contente pas de vous attirer. Il vous recrute. Il cherche vos blessures non guéries, trouve les failles dans votre histoire, enfile un masque à l'image de l'élu et murmure, suit cette impulsion. Vous appelez cela un signe. Votre système nerveux l'a déjà ressenti. Il l'a ressenti dans une maison où l'affection était rationnée, dans un silence où les éloges étaient rares, dans un regard qui vous rendait petite et désespérée, convaincu qu'il fallait prouver votre valeur pour être aimé. Ce n'était pas de la romance. C'était un conditionnement. Ainsi, quand un inconnu arrive avec cette même intensité, assez distant pour vous faire courir, assez chaleureux pour vous garder dans l'espoir, votre corps salue comme un soldat obéissant à un ancien ordre. Vous murmurez, ça doit être spécial. Votre ombre murmure, c'est familier. Et le familier gagne toujours. Voici la partie que personne ne veut entendre. S'ils peuvent vous émouvoir, ils peuvent vous utiliser. Ceux qui comprennent cela, consciemment ou non, n'ont pas besoin de crier, de menacer ou de supplier. Ils n'ont qu'à refléter la part de vous que vous n'avez jamais rencontrée, la moitié manquante que vous cherchez toujours chez quelqu'un d'autre. Jung les a nommés Anima et Animus, ces figures intérieures exilées il y a longtemps, qui marchent désormais vers vous dans le corps d'un autre. Vous ne voyez pas une personne. Vous voyez une promesse d'achèvement, de rédemption, de foyer. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du levier. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses. Comment votre ombre transforme le désir en un contrat que vous n'avez jamais lu, le moment exact où la convoitise bascule en contrôle, et pourquoi votre cerveau continue d'appeler cela de la chimie. Enfin, le test que Jung voudrait que vous passiez avant de confier à quiconque les clés de votre vie. Mais d'abord, posez une question à votre corps. Quand ai-je cessé de penser à eux pour commencer à sentir que je ne pouvais pas arrêter de leur obéir? Quand les papillons sont-ils devenus une permission d'ignorer les signaux d'alerte? Quand le désir a-t-il commencé à négocier contre ma propre dignité? Si ces questions font mal, tant mieux. La douleur n'est pas une punition. C'est une donnée. C'est votre psyché qui vous supplie de ne pas répéter une histoire qui vous a presque détruit la dernière fois. Comprenez ceci, la séduction la plus dangereuse n'est pas bruyante. Elle est mesurée. Elle ne vous conquiert pas. Elle vous laisse vous offrir. Elle ne force pas les chaînes à vos poignets. Elle vous tend la corde et vous fait nouer le nœud vous-même. Ce n'est pas une attaque contre le désir. Le désir est sacré. Mais lorsqu'il est guidé par des blessures que vous n'avez jamais nommées, il devient un volant que n'importe qui peut saisir. Voici la ligne que vous devez apprendre à tracer. Si cela vous rend plus petit, ce n'est pas de l'amour. Si cela vous pousse à les choisir au détriment de vous-même, ce n'est pas de l'amour. Si cela ressemble au destin uniquement quand vous êtes anxieux, ce n'est pas de l'amour. C'est le pouvoir qui porte votre fantasme préféré. Restez avec moi. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi vous tombez toujours pour ce qui vous fait mal, comment repérer la ruse exacte que votre ombre utilise pour vous y vendre, et la première étape pour rompre le contrat. Ainsi, le désir cessera d'être une cage pour devenir un choix. Car la vérité la plus sombre sur le désir sexuel n'est pas qu'il vous égare, mais qu'il vous gouverne jusqu'à ce que vous appreniez à le gouverner. La leçon de Carl Jung commence maintenant. Ils vous ont dit que c'était naturel, que les papillons dans votre estomac étaient la preuve de l'amour, que le cœur qui s'emballe était votre âme reconnaissant son double, que l'obsession, les nuits sans sommeil, le sentiment d'être ensorcelé signifiait que le destin vous avait enfin trouvé. Mais Carl Jung dirait quelque chose de très différent. Il dirait, ce n'est pas de la chimie, c'est de la projection. Pensez à la dernière fois que vous n'arriviez pas à cesser de penser à quelqu'un. Les messages que vous relisiez, la manière dont vous fixiez votre téléphone en attendant une réponse qui ne venait jamais, la façon dont votre corps semblait vous trahir, tendu, agité,
vivant comme il ne l'avait pas été depuis des années. Cela semblait être un signe. Mais Jung dirait que c'était votre ombre répétant une vieille histoire. Nous confondons l'intensité avec l'intimité. Nous appelons cela l'attraction, alors qu'il s'agit en réalité d'une reconnaissance. Pas d'eux, mais d'une blessure. Cette étincelle, cette soi-disant chimie, est souvent votre système nerveux qui reconnaît un schéma, un parent froid dont vous deviez gagner l'amour, un partenaire distant qui donnait juste assez pour vous garder accroché, un souvenir de ne jamais être assez. Maintenant enveloppé dans le corps d'un inconnu. Et parce que cela semble familier, cela semble juste. Parce que ça fait mal au même rythme que vous avez connu, vous le prenez pour de la passion. Mais voici la vérité, le corps ne fait pas la différence entre l'amour et le traumatisme quand les deux produisent la même adrénaline. Votre cœur ne bat pas seulement pour la joie. Il bat aussi pour la peur. C'est pourquoi certaines des attractions les plus enivrantes se produisent avec des personnes qui ne vous conviennent pas, indisponibles, manipulatrices, voire toxiques. Pourtant, vous vous sentez attiré par elles comme par un aimant. Pourquoi? Parce que votre inconscient les prend pour un achèvement. Il croit que cette personne détient la pièce manquante de vous. Mais elle ne la détient pas. Elle ne fait que tenir un miroir. Jung nous a averti que ce que nous projetons sur les autres n'est pas ce qu'ils sont. C'est ce que nous avons perdu, réprimé ou nié en nous-mêmes. Quand vous désirez quelqu'un au point de l'obsession, vous poursuivez souvent votre propre reflet, la part de vous cachée dans l'ombre. Ainsi, ce que vous appelez chimie n'est souvent pas un signal du destin. C'est une réinterprétation. C'est votre psyché qui essaie de terminer une histoire inachevée, de gagner une bataille perdue dans l'enfance, de réécrire un scénario qui vous a autrefois laissé impuissant. C'est pourquoi l'attraction est si forte. Ce n'est pas à propos d'eux. C'est à propos de vous, de votre douleur, de votre blessure, de votre ombre. Et tant que vous ne le reconnaissez pas, vous continuerez à confondre l'adrénaline avec l'affection, le chaos avec la connexion. Vous continuerez à tomber pour des gens qui mettent votre système nerveux en feu, puis vous demanderez pourquoi vous finissez toujours brûlé. C'est le mythe de la chimie. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la projection. Et plus vite vous le verrez pour ce que c'est, plus vite vous pourrez cesser d'être séduit par votre propre ombre. Jung croyait qu'à l'intérieur de chaque homme vit une femme invisible, et à l'intérieur de chaque femme vit un homme invisible. Il les appelait l'anima et l'animus. Pas des personnages imaginaires, mais des forces, des courants vivants dans l'inconscient, des ombres de ce que nous avons nié, réprimé ou jamais développé en nous-mêmes. L'anima est le féminin caché dans l'homme. L'animus est le masculin caché dans la femme. Ce sont les moitiés inachevées de la psyché. Et lorsqu'on les ignore, elles ne restent pas silencieuses. Elles se lèvent. Elles marchent vers vous sous la forme d'une autre personne. Pensez Y. Pourquoi êtes-vous attiré par certains traits avec une fin presque irrationnelle? La femme nourricière qui semble être de l'oxygène? L'homme puissant qui rayonne de certitude? L'inconnu mystérieux dont la présence semble un sortilège? Ce n'est pas toujours eux qui vous attirent. C'est le fantôme en vous, reflété dans leurs yeux. Jung disait, l'attraction fonctionne comme un miroir. Quand vous rencontrez quelqu'un qui incarne votre opposé caché, votre inconscient s'enflamme. Il murmure, là, voilà ce qui te manque. Poursuis-le. Désire-le. Adore-le. Et soudain, vous confondez le reflet avec la réalité. C'est pourquoi l'anima et l'animus agissent comme des marionnettistes. Ils tirent des ficelles que vous ne saviez pas avoir. Ils vous séduisent non pas avec ce que la personne est vraiment, mais avec l'illusion qu'elle est la pièce manquante de votre âme. Imaginez un homme qui n'a jamais embrassé sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa profondeur créative. Quand il rencontre une femme qui porte ses traits ouvertement, sa psyché ne se contente pas de l'admirer. Elle s'agenouille. Pas parce qu'elle est l'élu, mais parce qu'elle est le miroir de ce qu'il a abandonné en lui. Ou imaginez une femme qui n'a jamais revendiqué sa force, son assurance, sa clarté. Quand elle rencontre un homme qui incarne ses traits avec aisance, elle ressent l'appel du destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est une projection. Son animus porte la peau de quelqu'un d'autre. Et là réside le danger. Quand vous tombez amoureux de votre anima ou animus à travers une autre personne, vous ne tombez pas amoureux d'eux. Vous tombez amoureux de la part inachevée de vous, celle qui attendait en silence, réclamant d'être reconnue, se déguisant en désir. C'est pourquoi l'attraction peut être à la fois magique et exaspérante.
Parce que l'inconscient se moque que la personne soit bonne pour vous. Il veut seulement qu'elle illumine le miroir, même si ce miroir vous mène directement à l'obsession, au chaos ou au désespoir. L'anima et l'animus ne sont pas vos ennemis. Ce sont des guides. Mais si vous ne les voyez pas pour ce qu'ils sont, ils continueront à vous séduire à travers les autres, vous faisant confondre le désir avec l'amour et la projection avec le destin. La vérité, c'est que la personne que vous poursuivez n'est peut-être pas votre âme sœur. Elle n'est peut-être qu'un masque porté par le fantôme de votre moi inachevé. Il y a un moment où l'attraction cesse de ressembler à un choix pour devenir des chaînes. Vous vous dites que vous êtes maître de vous-même, que vous pourriez partir si vous le vouliez, mais la vérité, c'est que vous ne le pouvez pas. Pas parce qu'ils vous retiennent, mais parce que quelque chose en vous refuse de lâcher prise. C'est le piège de l'obsession. Peu importe votre intelligence, votre conscience de vous-même ou votre expérience. Quand le désir franchit un certain seuil, il se comporte moins comme une passion et plus comme une addiction. Pensée Y. Les pensées incessantes que vous ne pouvez pas arrêter. La façon dont votre corps attend leur message comme une drogue. L'euphorie lorsque leur attention vous touche. Et l'effondrement dans le vide lorsqu'ils se retirent. C'est un cycle aussi impitoyable qu'une dépendance chimique. Pourtant, nous le romantisons. Nous l'appelons chimie, destin, fatalité. Mais Jung dirait que ce n'est rien de tout cela. C'est un piège de projection. Quand quelqu'un incarne les qualités que vous avez enfouies en vous, votre inconscient le prend pour un sauveur. Il le couronne comme la pièce manquante de votre histoire. Et dès lors, vous ne le voyez plus tel qu'il est. Vous le voyez comme tout ce qui vous manque. Vous lui confiez votre valeur, votre espoir, votre faim, et ensuite vous vous demandez pourquoi vous vous sentez impuissant. C'est pourquoi certains restent dans des relations toxiques bien après que la logique leur a dit de partir. Pourquoi ils pardonnent la trahison, excusent la cruauté, s'accrochent à l'espoir même quand il les détruit. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'inconscient qui les enchaîne à un miroir. Jung a averti que l'obsession ne concerne pas l'autre personne. Elle concerne vous. C'est votre blessure qui tente de se compléter à travers quelqu'un d'autre. Et les blessures sont têtues. Elles ne lâchent pas facilement. Elles exigent une répétition jusqu'à ce que vous les affrontiez. Imaginez un homme qui jure qu'il ne retournera jamais vers la femme qui l'humilie. Mais dès qu'elle appelle, sa résolution s'effondre. Il n'est pas attiré par sa gentillesse. Il est attiré par le chaos qu'elle incarne, un chaos qui lui rappelle son foyer. Ou imaginez une femme qui sait qu'un homme est manipulateur, distant, cruel. Ses amis l'avertissent, sa famille la supplie de partir, mais elle ne peut pas. Parce que chaque fois qu'il se retire, son corps prend la panique pour de la passion. Chaque rejet la pousse à courir plus fort, comme elle courait autrefois après l'amour qu'elle n'a jamais reçu enfant. C'est l'attraction ensorcelante décrite par Jung. Vous ne tombez pas amoureux d'une personne. Vous tombez dans votre propre ombre. Et voici le danger, l'obsession se déguise en dévotion. Elle vous convainc que l'intensité prouve que c'est réel. Mais l'intensité n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de captivité. L'obsession vous réduit à une fraction de vous-même. Elle surpasse la logique, fait taire l'intuition et asservit vos choix. Elle vous pousse à poursuivre un fantôme, à confondre l'élan de l'adrénaline avec le toucher du destin. Et tant que vous ne le verrez pas pour ce qu'il est, vous continuerez à appeler ces chaînes de la passion, sans jamais réaliser que plus vous vous sentez impuissant en amour, plus c'est votre ombre qui contrôle. Le désir est censé rapprocher les gens. Mais entre de mauvaises mains, il devient une arme. Carl Jung a averti que l'attraction n'est pas toujours innocente. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est une domination déguisée en romance. Car voici une vérité que la plupart refusent d'affronter. Dès que quelqu'un sait ce qui vous aimez, il sait ce qui vous contrôle. Et la séduction, consciente ou non, exploite cette loi avec une précision glaçante. Beaucoup de femmes, sans jamais étudier la psychologie, apprennent instinctivement que la forme de contrôle la plus puissante n'est pas l'agression. C'est le reflet. Elle ne conquiert pas par la force. Elle conquiert en devenant le miroir. Un homme qui n'a jamais affronté son anima, sa part féminine cachée, la verra devant lui comme une révélation. Elle semble incarner sa douceur, son mystère, sa créativité. Elle reflète les qualités qu'il a exilées il y a longtemps. Et parce qu'elle les reflète, il se sent entier en sa présence. Mais ce n'est pas de l'intégrité, c'est du levier. Car si elle choisit de jouer ce rôle, consciemment ou non,
il se rendra. Il appellera cela de l'amour. Mais ce n'est que de la projection. Jung l'a compris avec une clarté terrifiante. Celui que vous appelez votre âme sœur peut n'être qu'un acteur jouant le scénario de votre inconscient. Mais ce ne sont pas seulement les femmes. Les hommes aussi instrumentalisent le désir, avec une tactique différente. Là où le miroir séduit par le reflet, l'homme séduit par la distance. En offrant de l'intensité par éclat, puis en se retirant, il crée un rythme de privation et de récompense. Un rythme que le système nerveux prend pour de la passion. Pensez à l'homme charismatique et magnétique qui sait illuminer une pièce, mais ne se donne jamais entièrement à une seule personne. Il brille assez fort pour vous accrocher, puis disparaît assez longtemps pour vous faire courir. Et plus vous courez, plus il devient puissant. C'est pourquoi tant de femmes tombent pour des hommes froids, détachés, voire cruels. Parce que l'absence elle-même devient addictive. Chaque moment d'attention est comme de l'oxygène. Et le retrait ressemble à une suffocation. Ce cycle n'est pas de la chimie. C'est du conditionnement. C'est l'instrumentalisation du désir pour transformer l'attraction en dépendance, pour faire croire à quelqu'un que sa propre faim est une preuve d'amour. La séduction fonctionne parce qu'elle n'offre pas seulement du plaisir. Elle offre une identité. L'homme qui ne se sent puissant que lorsqu'il est poursuivi. La femme qui ne se sent vivante que lorsqu'elle est désirée. Ils n'ont pas besoin de vous aimer. Ils ont seulement besoin d'activer la blessure que vous portez déjà. Et une fois qu'ils l'ont fait, vous ferez le reste. Vous excuserez la froideur, glorifierez la distance, confondrez le reflet avec le destin. Et ce faisant, vous livrerez le pouvoir même que vous pensiez partager. Ce n'est pas toujours malveillant. Parfois, c'est inconscient. Parfois, le manipulateur est tout aussi blessé que celui qu'il manipule. Mais l'intention n'efface pas l'effet. Le résultat est le même, l'amour devient une performance, l'intimité devient un levier, et le désir devient la laisse par laquelle les gens se conduisent mutuellement à la soumission. Ce qui rend cela si dangereux, c'est que la société le récompense. Les films, la musique, même les réseaux sociaux glorifient la chasse, le mystère, l'amant inatteignable. On nous apprend que plus ça fait mal, plus ça doit être réel. Que l'amour sans obsession est ennuyeux. Que la sécurité est une faiblesse. Et ainsi, le cycle se répète. Les gens confondent la manipulation avec le magnétisme et la domination avec le désir. Mais l'avertissement de Jung perce l'illusion. Ce que vous appelez amour n'est peut-être pas du tout une connexion. Ce peut être une performance scénarisée par l'ombre, avec vous comme acteur inconscient. Et à moins que vous ne reconnaissiez quand la séduction devient contrôle, vous continuerez à confondre la captivité avec la chimie. Carl Jung nous a avertis d'un cycle terrifiant. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est l'écho cruel du traumatisme. Vous ne vous contentez pas de vous souvenir de vos blessures. Vous les rejouez, espérant désespérément que cette fois, l'histoire finira différemment. Les psychologues appellent cela la compulsion de répétition. Mais cela ressemble à de l'attraction. Cela ressemble au destin. Cela ressemble à l'amour. Il y avait un homme, brillant, accompli, respecté de tous. À l'extérieur, il avait tout. Mais en privé, sa vie amoureuse était un cimetière de cœurs brisés. Chaque femme à qui il donnait son cœur portait la même ombre, froide, distante, émotionnellement indisponible. L'une l'a quitté pour un autre homme. Une autre s'est moquée de lui lorsqu'il a montré sa vulnérabilité. Une autre a disparu sans explication. Des visages différents, la même histoire. Et même quand il se jurait, plus jamais, même quand ses amis l'avertissaient, même quand il voyait les signaux d'alerte, il y retournait. Pourquoi? Parce qu'il ne poursuivait pas ses femmes. Il poursuivait le fantôme de sa mère. Enfant, il a grandi dans une maison où l'amour était retenu, où les éloges étaient rationnés, où l'affection était un prix rare qu'il fallait mériter. Ainsi, sa psyché a été conditionnée à croire que l'amour doit toujours être gagné, que le rejet n'était qu'un autre mot pour défi, que ne pas être vu prouvait qu'il n'était pas assez. Et maintenant, adulte, chaque femme qui le rendait invisible rallumait cette vieille blessure. La blessure murmurait, « La voilà. Voici ta chance de gagner enfin l'amour que tu as perdu. » Mais c'était un mensonge. Il ne tombait pas amoureux d'elle. Il tombait dans la répétition, dans l'écho du traumatisme. Il y avait une femme, belle, intelligente, magnétique. Elle aurait pu choisir la stabilité, la gentillesse,
la dévotion, mais ces hommes l'ennuyaient. Elle ne s'illuminait qu'en présence de ceux qui retenaient leur affection, ceux qui étaient dominants, imprévisibles, émotionnellement cruels. Elle se demandait encore et encore, pourquoi ne suis-je attirée que par des hommes qui me font mal? La réponse était cachée dans son premier chagrin d'amour, son père. Un homme qui pourvoyait mais ne se connectait jamais, qui offrait une protection mais pas une présence, qui lui a appris sans mots que l'amour était distant, que l'approbation devait être gagnée, que l'affection était toujours hors de portée. Ainsi, quand elle rencontre un homme émotionnellement indisponible, son inconscient crie « C'est ça, cette douleur familière. Peut-être que cette fois, nous pourrons la réparer. Peut-être que cette fois, il restera. » Mais il ne reste pas, et le cycle continue. C'est la ruse terrifiante de la compulsion de répétition. La blessure se déguise en désir. Plus la douleur semble familière, plus l'attraction devient enivrante. Vous l'appelez chimie, mais c'est vraiment une réinterprétation. Vous l'appelez passion, mais c'est votre système nerveux qui cherche une résolution. Vous dites, je ne peux pas choisir de qui je suis attiré. Mais ce que vous voulez dire, c'est, je ne peux pas échapper à l'histoire que je n'ai jamais terminée. Ainsi, les personnes qui vous font le plus mal vous semblent les plus magnétiques. Pas parce qu'ils sont votre âme sœur, mais parce qu'ils sont votre phrase inachevée. Jung croyait que la psyché a un besoin presque compulsif de répéter ses vieilles blessures. Pas par cruauté, mais par espoir. L'espoir que cette fois, l'histoire finira différemment. L'espoir que le rejet se transformera en acceptation, que le silence deviendra amour, que la blessure se refermera enfin. Mais voici la vérité dévastatrice, vous ne pouvez pas guérir le passé en le rejouant avec de nouveaux acteurs. L'enfant en vous poursuit encore le parent qui ne pouvait pas donner ce dont vous aviez besoin. Et chaque nouveau partenaire qui reflète cette blessure n'est pas là pour la guérir. Il est là pour vous rappeler qu'elle existe. Tant que vous ne l'affrontez pas directement, vous continuerez à rejouer le même chagrin dans différents corps, confondant le traumatisme avec l'attraction et l'addiction avec l'amour. L'écho du traumatisme est séduisant parce qu'il ressemble à un foyer. Mais un foyer n'est pas toujours sûr. Parfois, c'est un champ de bataille que vous n'avez jamais quitté. Et tant que vous n'affronterez pas la vérité de votre passé, tant que vous ne regarderez pas la blessure et ne la nommerez pas, vous continuerez à construire des futurs sur les ruines de votre enfance. C'est la tragédie de la compulsion de répétition. Vous ne tombez pas amoureux des gens. Vous tombez amoureux des schémas. Des schémas qui murmurent la promesse d'une clôture mais ne livrent que du chaos. Et si vous ne brisez pas le cycle, vous ne perdrez pas seulement les autres. Vous vous perdrez vous-même. L'amour est censé être un sanctuaire, un lieu où vous vous reposez, où vous êtes vu, où vous êtes en sécurité. Mais pour beaucoup, l'attraction ne construit pas un sanctuaire. Elle construit un champ de bataille. Chaque regard devient un test. Chaque silence devient une arme. Chaque baiser ressemble moins à de la tendresse qu'à un traité prêt à être rompu. Carl Jung a averti que lorsque l'attraction est guidée par l'ombre, elle ne réunit pas, elle entre en collision. Deux personnes ne se rencontrent pas dans l'amour, elles se rencontrent dans leurs blessures. Et lorsque des blessures se rencontrent, les étincelles ne se contentent pas de voler, elles déclenchent des guerres. Quand vous tombez dans une attraction dictée par l'ombre, vous ne voyez pas vraiment l'autre personne. Vous voyez votre reflet, et eux le leur. Deux miroirs se font face, chacun renvoyant la brisure de l'autre en une boucle infinie. Il la regarde et voit la chaleur qu'il ne s'est jamais autorisée. Elle le regarde et voit la force qu'elle n'a jamais revendiquée. Mais sous ces projections, aucun des deux n'est véritablement vu. Ainsi, au lieu de l'intimité, il y a une performance. Au lieu d'une union, il y a une réinterprétation. Chacun demande silencieusement à l'autre de guérir les blessures du passé, mais aucun n'en est capable. On nous apprend que la passion prouve l'amour, que plus le feu est intense, plus la connexion est vraie. Mais l'intensité est souvent un signal d'alarme. Parce que le véritable amour ne vous laisse pas tremblant. Il ne vous laisse pas sans sommeil, obsédé, impuissant. Ce n'est pas de l'amour. C'est la guerre. Pensez aux couples qui ne peuvent pas se lâcher même s'ils se déchirent. Ceux qui confondent les cris avec l'honnêteté, la jalousie avec la dévotion, le chaos avec la chimie. Ils disent, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est, nos ombres ne nous laissent pas partir. Dans ces relations, la passion devient la fumée qui s'élève du champ de bataille.
Chaque étreinte est un cessez-le-feu. Chaque dispute est un nouveau round de combat. Et pourtant, ils appellent cela de l'amour, car ils ne peuvent imaginer le désir sans destruction. Ce n'est pas seulement personnel, c'est culturel. Nous glorifions le champ de bataille. Nous écrivons des films, des chansons, des romans sur des amants qui se battent, souffrent, trahissent, et nous appelons cela de la romance. On nous dit que si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. Que l'amour sans obsession est ennuyeux. Que la sécurité est une faiblesse. Ainsi, des générations entières confondent le traumatisme avec la passion, la guerre avec l'intimité. Quand l'attraction devient une guerre, personne ne gagne. Les deux partenaires s'éloignent en sang, portant toujours les mêmes blessures qu'ils ont apportées sur le terrain. Et plus cela ressemble au destin, plus il est probable que ce soit l'écho de vieilles batailles rejouées à travers de nouveaux visages. Car voici la sombre vérité que Jung voulait nous faire voir. Si votre amour ressemble à une guerre, ce n'est pas une preuve de sa profondeur. C'est une preuve que votre ombre exige un nouveau combat. Le désir ne gouverne pas seulement les individus. Il gouverne les sociétés. Carl Jung a averti que l'ombre ne s'arrête pas au personnel. Elle s'étend au collectif. Et cela est nowhere plus évident que dans la manière dont la culture utilise la convoitise comme un moyen de contrôle. Ce qui vous émeut peut être utilisé pour vous dominer. Car le système nerveux ne s'allume pas seulement dans les relations. Il s'allume dans les marchés, la politique, la culture. Les publicitaires le savent. C'est pourquoi chaque produit, du parfum aux voitures, est vendu avec la promesse du désir. Pas la voiture elle-même, mais la femme appuyée contre elle. Pas le parfum en soi, mais le fantasme qu'en le portant, quelqu'un vous désirera. Le désir n'est pas seulement un carburant personnel. C'est une monnaie. Et ceux qui le contrôlent les comportements. Mais cela va plus loin. Les médias ne vendent pas seulement des produits. Ils vendent des archétypes, l'homme dangereux qui se moque de tout, la femme fatale qui séduit et abandonne, des intrigues où l'obsession est confondue avec la dévotion et la trahison est habillée de passion. On nous apprend que la sécurité est ennuyeuse, que la paix est une faiblesse, que seuls ceux qui nous blessent profondément peuvent éveiller nos cœurs. Ainsi, des générations entières sont conditionnées à poursuivre les dynamiques mêmes qui les détruisent, car la culture les a qualifiées de romantiques. Regardez de plus près, et vous verrez un schéma plus sombre. La convoitise, dans sa forme d'ombre, n'est pas une question de connexion. C'est une question de hiérarchie, de domination. Celui qui détient l'attention détient le pouvoir. Celui qui retient l'intimité contrôle la chasse. Celui qui reflète votre blessure devient votre maître. Et la culture récompense ces dynamiques. L'homme qui conquiert les femmes est célébré. La femme qui réduit les hommes à l'obsession est idolisée. Ce n'est pas l'amour que nous glorifions. C'est la conquête. C'est pourquoi tant de gens confondent la convoitise avec la liberté, alors qu'en réalité, c'est l'une des formes de contrôle les plus anciennes, car rien n'a servi plus discrètement que le désir. Vous pensez choisir, mais en réalité, vous obéissez. Jung dirait ceci, quand une société échoue à confronter son ombre, cela ne se joue pas seulement dans la politique ou les guerres. Cela se joue dans la chambre à coucher. Cela se joue dans les films que nous célébrons, les chansons que nous chantons, les fantasmes que nous vendons. Et la vérité plus sombre est celle-ci. Tant que la convoitise est confondue avec le pouvoir, nous continuerons à construire des cultures qui adorent l'obsession et rejettent l'amour. Nous continuerons à alimenter des systèmes qui profitent de notre vide. Nous continuerons à élever des générations qui ne savent pas faire la différence entre la chimie et les chaînes. Car au final, la convoitise dans sa forme d'ombre n'est pas de l'intimité. C'est de la manipulation. Ce n'est pas de la libération. C'est du contrôle. Si l'ombre peut vous séduire dans l'obsession, alors la seule véritable évasion est la conscience. Pas le déni, pas la répression. La conscience. Carl Jung appelait cela le chemin de l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant les parties de vous-même que vous avez autrefois enfouies. Car voici la vérité, vous ne pouvez pas tuer l'ombre. Vous ne pouvez pas faire taire l'anima ou l'animus. Ils font partie de vous, et tant que vous fuirez devant eux, ils vous traqueront dans les visages des étrangers. La liberté commence lorsque vous reconnaissez la projection, lorsque vous regardez la personne dont vous êtes obsédé et osez demander « Qu'éveille-t-il en moi que je n'ai pas éveillé moi-même » Est-ce sa douceur, sa force, leur mystère, leur pouvoir, leur liberté?
Ces qualités ne sont pas seulement les leurs. Elles sont les vôtres, cachées dans l'ombre, attendant d'être revendiquées. Une fois que vous réalisez cela, le sortilège commence à se briser. Vous cessez de les voir comme un salut. Vous commencez à les voir comme un miroir. L'intégration signifie ramener les parties de vous que vous avez niées. L'homme qui projette son anima doit apprendre à embrasser sa propre sensibilité, sa créativité, sa vulnérabilité. La femme qui projette son animus doit apprendre à revendiquer sa propre force, sa clarté, son indépendance. Ce n'est pas un travail facile. Cela semble contre nature au début, presque étranger. Mais chaque pas que vous faites vers l'acceptation de votre moi complet affaiblit l'emprise de la projection. Et lentement, l'attraction change. Elle ne vous entraîne plus dans le chaos. Elle vous attire vers la résonance. Quand vous intégrez votre ombre, vous cessez de courir après des gens pour combler les vides de votre âme. Vous cessez de confondre l'intensité avec l'intimité, la douleur avec la passion. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à choisir différemment. Vous n'êtes plus attiré par les personnes qui reflètent vos blessures. Vous êtes attiré par celles qui reflètent votre guérison. L'amour cesse d'être un champ de bataille. Il devient un sanctuaire. Parce que lorsque vous vous connaissez, lorsque vous possédez votre ombre au lieu de la déléguer à quelqu'un d'autre, vous n'avez plus besoin d'une autre personne pour vous compléter. Vous êtes déjà entier. Et dans cette intégrité, l'amour n'est plus une quête désespérée. C'est un choix délibéré, pas une cage, pas un contrat, mais une liberté. Jung ne nous a jamais dit de craindre l'attraction. Il nous a dit de la comprendre, car ce n'est qu'alors que le désir cesse d'être un piège pour devenir un enseignant. L'ombre n'a pas à vous asservir. Elle peut vous guider. Elle peut indiquer les endroits en vous qui attendent encore la lumière. Et quand vous ramenez ces pièces à la maison, vous découvrez un amour qui n'est pas né des blessures, mais de l'intégrité. C'est l'échappatoire du piège. Pas en rejetant le désir, mais en vous réappropriant vous-même. On nous apprend que l'amour devrait nous couper le souffle, qu'il devrait ressembler au chaos, au feu, à la tempête que nous attendions. Mais si ce n'était pas de l'amour du tout, et si ce n'était que l'ombre habillant le traumatisme en costume de passion? Car voici le paradoxe que Jung a pointé, la convoitise ressemble souvent au chaos. Le véritable amour ressemble à la quiétude. Et pour une psyché traumatisée, la quiétude est insupportable. Elle semble vide. Elle semble ennuyeuse. La paix est étrangère quand votre système nerveux a été entraîné à la guerre. La sécurité semble fausse quand le danger a toujours été votre normalité. Le calme semble suspect quand le chagrin d'amour a été votre professeur. Ainsi, quand l'amour arrive enfin, stable, doux, constant, vous ne le reconnaissez pas. Vous aspirez à la tempête, sans réaliser que la tempête était la blessure depuis le début. La convoitise fera battre votre cœur, mais l'amour le ralentira. La convoitise vous tiendra éveillé la nuit, mais l'amour vous laissera dormir. La convoitise vous rendra dépendant, désespéré, hanté. L'amour vous rendra ancré, entier, libre. La différence n'est pas dans l'intensité. La différence est dans la vérité. Car la convoitise sans guérison est une projection, mais l'amour après l'intégration est la réalité. Si vous avez passé des années sur le champ de bataille du désir, la paix ressemble au silence après la guerre, étrange, voire effrayante. Mais Jung nous rappellerait que l'ombre se répète jusqu'à ce qu'elle soit affrontée. Cela signifie que chaque fois que vous vous sentez attiré par la tempête, vous ne tombez pas amoureux. Vous retombez dans la répétition. Et chaque fois que vous méfiez de la paix, vous êtes en réalité à la porte du véritable amour. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous n'avez pas guéri. Et c'est pourquoi le chaos a semblé si magnétique. Ce n'est pas votre destin. C'est votre blessure qui essaie d'être vue. Mais une fois que vous mettez cette blessure en lumière, une fois que vous intégrez ce que vous avez nié, vous découvrirez que l'amour le plus puissant n'est pas celui qui brûle, mais celui qui libère. Il ne vous laissera pas tremblant, suppliant ou doutant de votre valeur. Il s'assiera à vos côtés comme un miroir de votre guérison, disant doucement, « Vous êtes déjà entier ». Et dans cette intégrité, l'amour n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas une chaîne. C'est un sanctuaire. Le lieu que votre âme cherchait bien avant qu'elle ne confonde le chaos avec la chimie. Vous venez de découvrir la vérité la plus sombre sur le désir sexuel. Il n'est pas toujours de l'amour. Il n'est pas toujours de la chimie.
Il n'est même pas toujours un choix. Parfois, c'est votre ombre qui tire les ficelles. Parfois, c'est votre blessure qui exige une nouvelle représentation. Et tant que vous ne l'affronterez pas, vous continuerez à tomber dans la même histoire avec des noms différents, des visages différents, mais la même fin. Alors, posez-vous la question maintenant, de qui ai-je été dépendant, de mon amour ou de ma blessure? Si cette vidéo a ébranlé quelque chose en vous, si elle vous a fait repenser ce que vous avez appelé chimie ou destin, ne restez pas là sans rien faire. Ajoutez votre voix. Partagez ci-dessous le schéma que vous avez reconnu en vous. Racontez l'histoire que vous avez répétée et ce qu'il faudra pour enfin vous libérer. Car ce n'est pas seulement une question d'information. C'est une révolution. Nous construisons une communauté de personnes prêtes à regarder dans l'ombre, à poser les questions inconfortables, à transformer l'attraction d'une cage en un choix. Alors, si vous avez ressenti le poids de ces mots, partagez-les avec quelqu'un qui continue de confondre le chaos avec l'amour. Car ici, nous ne poursuivons pas seulement l'amour. Nous exposons les mensonges. Nous affrontons l'ombre. Et nous guérissons la blessure.